Alors, on va enchaîner avec une prochaine table ronde qui va être consacrée à la souveraineté numérique francophone. Dans un monde où le numérique, je viens d'en parler, est désormais partout, jusque dans les sphères les plus intimes de nos vies, nos données personnelles sont désormais devenues de véritables trésors, de véritables armes aussi, qui appartiennent majoritairement aux géants du web, américains et chinois, à tel point qu'on se demande souvent comment nos États francophones pourront, dans le futur, si rien n'est fait, protéger leurs données et celles de leur population. Les entreprises francophones peuvent-elles s'unir autour et offrir une alternative aux GAFAM? Comment la francophonie peut-elle devenir un acteur mondial du numérique? Je vais demander, pour parler de tout ça, à monsieur Olivier Moreau. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est dans les parages? Olivier Moreau, qui est vice-président de la Task Force numérique de MEDEF International et qui est aussi vice-président d'Ibiscase, de me rejoindre sur scène, et il est déjà là. Je vous laisse nous présenter et accueillir vos panélistes. Parfait, je vois que vous venez de me présenter, donc je vais appeler directement mes panélistes à me rejoindre sur scène, puisque je crois que le temps nous est compté. J'invite à me rejoindre monsieur Alain Baoumar. Monsieur Baoumar. Le professeur Jean-Louis Schiltz. Madame Lydie Akizimana. Monsieur Ramon Fernandez. Monsieur Souhel Gessoum. Et monsieur Dominique Mikicha. Bonjour à tous. Donc, je suis heureux d'animer aujourd'hui le débat « Le numérique, levier pour la francophonie ». En effet, ainsi qu'il a été indiqué, la transformation numérique s'impose à tous, ce n'est pas une option. Et il importe que cette transformation numérique puisse bénéficier à nos pays, à nos entreprises et à nos concitoyens. Pour aborder ce vaste débat, nous avons donc deux panels. Un premier panel qui sera consacré à la souveraineté numérique francophone. Nous avons un temps malheureusement limité, donc 5 minutes par participant, et je serai amené à devoir faire respecter ce temps de parole. Ce que je vous propose, vu que le temps est limité, c'est que sans attendre, nous allions directement dans le vif du sujet. Et donc, ma première question est pour monsieur Ramon Fernandez. Monsieur Fernandez, pour vous, qu'est-ce que la souveraineté numérique et quelles en sont les conditions? Bonjour, alors j'ai déclenché mon chrono que je vais regarder avec beaucoup d'attention. Bon, je dirais d'abord que Orange, puisque je travaille chez Orange, a fait le choix de l'Afrique il y a 25 ans. On est dans 16 pays francophones et c'est un choix qui est un choix absolument stratégique pour nous et dont on considère qu'il est la clé, une des clés de l'avenir du groupe. Souveraineté numérique, qu'est-ce que c'est la souveraineté? Je pense que c'est évidemment notre capacité à rester indépendant. Donc c'est l'indépendance, je dirais, dans un univers où les grands acteurs
les big tech, comme on les appelle aux États-Unis, les GAFAM, les BATIX en Chine, sont de plus en plus puissants et atteignent sans doute des puissances inégalées dans le passé. Mais l'indépendance, ce n'est pas de faire tout seul. Et donc je pense que la clé de la souveraineté, c'est d'accepter de partager. On est plus fort quand on est ensemble. Si on reste dans des frontières nationales, quels que soient nos pays, on n'y arrivera pas. C'est le choix de l'Union européenne. En Afrique, vous avez des unions régionales, par exemple la CEMAC, l'UEMOA. Donc, la souveraineté, c'est mettre en commun nos forces. Ça, je pense que c'est extrêmement important. Donc, il faut accepter parfois de partager. Nous, on lance, par exemple, un cloud souverain européen avec Microsoft. Certains considèrent que c'est contradictoire de faire du cloud souverain en Europe avec Microsoft. On ne le pense pas. L'Afrique, la souveraineté numérique, pourquoi c'est encore plus important, et la francophonie qu'ailleurs, c'est qu'il n'y a pas ou peu dans ces territoires de modèles industriels anciens, bien établis, que le numérique viendrait bouleverser. Donc il y a plus d'espace pour avancer, pour faire des choix et des sauts technologiques, et pour déployer pour l'agriculture, pour l'éducation, pour l'énergie, pour la finance, etc., des solutions numériques qui vont permettre d'accélérer. Et donc, c'est évidemment un enjeu colossal. Les 4 conditions pour déployer cette souveraineté numérique, la première, c'est de disposer d'infrastructures télécom. Il n'y a pas de numérique, il n'y a pas d'économie du numérique sans les infrastructures télécom. Ça veut dire beaucoup d'investissements. Orange investit 1 milliard d'euros par an en Afrique. Si on veut déployer de la fibre optique, la Banque mondiale dit 125 000 km, c'est 50 milliards de dollars d'ici 2025. Ce sont des investissements considérables qui, là aussi, supposeront qu'on mutualise, qu'on se mette ensemble, qu'on fasse du multi-opérateur, qu'on fasse des partages de réseaux. C'est vrai pour les réseaux classiques, c'est vrai pour les constellations satellitaires, c'est vrai pour les câbles sous-marins. Donc, un enjeu d'investissement absolument fondamental. Deuxièmement, deuxième condition, l'accès et le développement des services. Il y a une fracture numérique dans tous nos pays, en Europe aussi. Il y a des fractures numériques, mais en Afrique, cette fracture, elle est moins dans l'accès, même si elle existe, que dans l'usage. C'est-à-dire que vous avez des réseaux qui existent, mais les gens n'y accèdent pas parce qu'ils ne disposent pas de smartphones, ils sont trop chers, donc on lance des smartphones à 30 €, ou alors parce qu'il y a un déficit de compétences. Et donc pour ça, on lance un certain nombre d'initiatives aussi, ça s'appelle les Orange Digital Center. C'est des écoles pour apprendre à coder, c'est des écoles pour apprendre à simplement se servir de ces outils numériques, c'est de l'accompagnement de start-up, c'est des Fab Labs, etc. Donc il y a un immense enjeu pour accéder à ces services. La troisième condition que je verrai, c'est une maîtrise du digital par des acteurs locaux, des acteurs nationaux, des acteurs régionaux qu'il faut aider, qu'il faut accompagner et pour lesquels on peut là aussi mettre nos forces en commun. Ça veut dire favoriser le rapprochement des acteurs, ça veut dire s'implanter sur place. On a par exemple installé chez Orange le siège de nos opérations africaines au Maroc. Il y a 18 000 personnes qui travaillent, il y a 50 expatriés. Donc il faut être sur place, il faut se déployer nos forces au niveau local. Et puis, il faut accompagner les startups. Il n'y a que 3% des fonds qui sont levés en Afrique francophone pour soutenir des startups. Tout le reste, c'est en Afrique anglophone. Donc là, on a un vrai sujet sur lequel il faut aussi travailler. Et la quatrième condition, qui va me prendre 20 secondes, et je serai dans mes temps, c'est un cadre politique et réglementaire favorable. Je le dis très vite, mais on sait bien tous que c'est absolument fondamental. Les opérateurs télécoms sont souvent vus comme des vaches à lait. Elles sont faciles à cibler, elles sont faciles à taxer. Il faut savoir que le lait n'est pas en quantité illimitée. Il y a un taux effectif moyen d'imposition des opérateurs télécoms en Afrique qui est de 64%, c'est 46% dans le secteur minier. Il y a d'énormes disparités selon les pays. Et ça, c'est un sujet pour inciter à l'investissement. Si on veut investir, il faut de la prévisibilité, il faut un cadre fiscal, un cadre réglementaire qui soit clair. Et c'est à cette condition qu'on arrivera à déployer un secteur numérique qui sera souverain en zone francophone. Merci, Monsieur Fernandez.
pour votre intervention qui est très structurante. J'aimerais rebondir sur ce que vous exprimiez sur l'existence d'un cadre national favorable aux investisseurs. Et je voudrais passer la parole à M. Migisha, qui est conseiller spécial numérique auprès du président de la République démocratique du Congo, pour en savoir un peu plus sur justement ce cadre national et sur le plan du numérique Horizon 2025. Monsieur Migisha. Oui, merci. Donc, sur les aspects de souveraineté numérique, il y a finalement 3 cercles. Il y a le cercle national au niveau du pays, le cercle africain, et puis le cercle de l'espace francophone. Et évidemment, il y a beaucoup de pays africains qui sont francophones. Sur l'espace national de la République démocratique du Congo, effectivement, nous avons, pour parler de manière un peu plus spécifique, eu malheureusement un peu de retard dans, je dirais, le train du numérique. Nous l'avons emprunté avec du retard parce que depuis une vingtaine d'années, malheureusement, il n'y a pas eu cet accent au niveau des pouvoirs politiques. Grâce à l'avènement du président Félix-Antoine Tshisekedi, en 2019, le tout premier plan national du numérique a été donc élaboré. Et dans sa façon d'être conçu, nous avons déjà eu une démarche souveraine puisqu'il a été élaboré par l'expertise congolaise. Donc c'est un plan congolais qui prend en considération les problématiques congolaises. Alors il repose sur 4 piliers. Et vous allez voir que dans chacun de ces piliers, on retrouve la dimension de souveraineté qui pourra se retrouver aussi au niveau africain. Premier pilier, bien évidemment, les infrastructures. Ça a été dit précédemment, c'est un grand défi. L'Afrique fait partie, plutôt le Congo fait partie donc de cet espace d'Afrique centrale qui est le moins couvert au niveau fibre optique, au niveau satellitaire. Donc c'était vraiment un grand défi. Second pilier, c'est les contenus. Les contenus, parce qu'évidemment, une fois que nous avons remporté le défi des infrastructures, il va falloir développer des contenus d'abord congolais, africains, francophones, que ce soit au niveau applicatif et au niveau de tout ce que les applicatifs peuvent nous apporter. Enfin, il y a donc le défi des usages applicatifs. Je l'ai dit, là également, au niveau de la République démocratique du Congo, c'est un grand défi, le même que dans de nombreux pays africains, mais en particulier pour nous, parce que pour la fonction publique, pour ne parler que d'elle, moins de 5% des fonctionnaires congolais utilisent au quotidien l'informatique. Enfin, la gouvernance et la régulation, le cadre légal dans notre pays n'est pas du tout adapté à la révolution numérique. Et donc, au niveau des infrastructures, c'est la souveraineté. Vous le savez, en Afrique, moins de 1% des capacités mondiales de stockage sont basées en Afrique. Nous n'avons pas, pour la RDC, un data center de référence, ce qui veut dire que tous les projets qui sont aujourd'hui développés avec des données à stocker le sont à l'extérieur. C'est un vrai problème de souveraineté. Le plan prévoit la création d'un data center et normalement en 2022, à l'échéance 2023, nous aurons enfin notre data center de référence, comme le Sénégal a pu le faire, comme l'Afrique du Sud, bien évidemment, là, et comme d'autres pays africains ont su le faire. Monsieur Michi, je suis désolé, on est très pris en termes de temps. En tout cas, merci de nous avoir fait état de ce plan Horizon 2025 auquel il faut se référer justement pour voir le cadre national de RDC. Merci beaucoup. Monsieur Baoumar, vous êtes PDG d'Interganon, et je voudrais savoir quel est le statut des infrastructures numériques au Gabon et quelles sont les attentes prioritaires en termes de contenu. Je vous remercie. Je voudrais parler de cela dans le contexte de notre rencontre de ce jour, dont l'objectif est de créer des synergies dans l'espace francophone et peut-être sortir de là avec des propositions. Alors, le Gabon est un peu particulier parce que 85% du territoire est inhabité, c'est de la forêt, et donc la population est dans 15% du pays. Donc c'est relativement facile de couvrir 15% du territoire qui représente 85% de la population. Il y a, comme dans les autres pays africains, des réseaux de téléphonie mobile qui se développent. On a la 4G un peu partout, un peu moins de développement dans les fibres optiques, mais
il y a également le fait que la population est extrêmement jeune. 60% de la population a moins de 30 ans. Dans cette catégorie, 30% de taux de chômage, avec des jeunes qui ont des bac plus 3, bac plus 4 en sociologie, philosophie, psychologie, dans un pays minier pétrolier qui veut s'industrialiser. Donc on a un problème d'inadéquation formation-emploi. On a des réseaux de communication qui ne sont pas aussi développés qu'ici, mais sont largement suffisants pour faire des choses qu'on ne fait pas aujourd'hui suffisamment, c'est-à-dire former des techniciens supérieurs, former des ingénieurs, parce que notre système éducatif est en pleine transformation pour y arriver. Donc, la proposition que je voudrais faire aujourd'hui, dans le cadre des projets ou des réflexions communes qu'on peut avoir, c'est de réfléchir à la possibilité d'utiliser tous ces contenus pédagogiques qu'on a en Belgique, qu'on a en France, qu'on a au Canada, qu'on a dans tout l'espace francophone, et qu'on puisse faire ce qu'on a découvert avec la crise de la Covid, c'est-à-dire faire de la formation en ligne. On n'a pas besoin d'attendre d'avoir toutes les fibres optiques dont on a parlé pour aujourd'hui mettre à disposition des jeunes Africains les curricula des grandes universités occidentales francophones ou des centres de formation technique. On peut, et je voudrais proposer à ce forum ici, peut-être de réfléchir à la question de se donner pour objectif d'ici l'année prochaine de répertorier tous les contenus francophones, pédagogiques, techniques, au niveau ingénieur, au niveau technicien supérieur, qu'on peut immédiatement mettre à disposition de nos jeunes sur les réseaux existants. Écoutez, merci beaucoup pour votre intervention. Donc, le niveau de la qualité de vos infrastructures vous permet de vous focaliser sur les contenus. Est-ce que vous êtes à la recherche de contenus francophones de qualité pour la formation et la formation d'ingénieurs, formation technique en fait? Nous, on n'en a pas. On a des contenus, mais pas en ligne. Mais on n'a pas besoin de prendre les contenus ici et de les emmener en Afrique. On a vu pendant la crise de la Covid, comme je disais, beaucoup de nos enfants suivent leur formation à distance sans problème. Donc on peut tirer des leçons de cette période difficile et simplement mettre à disposition, avec la puissance de la francophonie, pas cher, les contenus des grandes universités ici au Canada et ailleurs, à disposition des jeunes en Afrique qui ont accès à Internet sur des smartphones. Merci beaucoup. Monsieur Souhait Guessoum, vous êtes vice-président de la Confédération algérienne du patronat citoyen et j'aimerais savoir quelles peuvent être selon vous les principales opportunités de partenariat avec les sociétés algériennes au sein de l'espace francophone. Bonjour, merci beaucoup. Alors, tout d'abord, il faut savoir que les 2 dernières années, il y a eu un bond qualitatif très important en termes de TIC et numérique en Algérie. Donc, il y a eu une réorganisation gouvernementale. Donc, nous avons aujourd'hui un ministre des TIC, un ministre du numérique, un ministre des startups qui travaillent en étroite collaboration et dans une convergence totale. Nous avons aussi, alors si je peux refléter quelques chiffres qui vont certainement vous parler, en 2019, nous avions environ 24 000 étudiants au niveau national dans le secteur TIC numérique, donc électronique, automatisation, informatique. L'année d'après, il y a eu une croissance de 160%, donc le nombre d'étudiants est passé à 38 000, 39 000, tout cela pour accélérer la croissance du secteur. Donc, si j'ajoute à cela une augmentation sensible des infrastructures, de la bande passante qui est devenue vraiment très intéressante ces derniers mois, donc nous arrivons quand même à un basique de développement du système numérique qui est important. Suite à cela, donc, nous avons vu fleurir en Algérie de ce que j'appellerais du offshoring, donc des centres d'appel par exemple, et tout le monde connaît la qualité du parler français en Algérie, donc 99% de la population maîtrise la langue française. Donc en termes de offshoring, il y a un avantage comparatif certain. Nous voyons aussi un développement de l'export, du développement software, donc non seulement du mobile application, mais aussi du web application. Et la qualité
n'est plus à démontrer. Je discutais avec des partenaires étrangers qui me disaient, lorsque nous travaillons avec les jeunes Algériens, nous sommes vraiment satisfaits de la qualité du travail rendu, notamment lors de la communication, puisqu'ils utilisent très couramment le français, et ces dernières années, l'anglais, voire même l'espagnol aussi. Nous voyons aussi un développement d'un écosystème start-up qui est en train d'encourager l'exportation. Nous avons des sociétés qui travaillent dans l'augmented reality, dans l'Internet of Things, dans le cloud distribué, vraiment toutes ces nouvelles technologies. Nous avons des jeunes qui les maîtrisent parfaitement aujourd'hui. Donc, tout cela pour dire quoi? Pour dire que le développement de l'Algérie en termes TIC est devenu réel. À court terme, je pense que l'Algérie, l'entreprise algérienne, a les capacités de travailler avec nos partenaires dans un espace de francophonie, dans un espace international, avec une qualité certaine, avec un niveau de travail qui est très appréciable et avec un avantage comparatif qui est très important, vu que la qualité est là. Le coût est assez agressif par rapport au milieu régional, et je pense que là, nous avons des qualités à faire valoir. Merci beaucoup pour votre intervention. Cela indique qu'il faut nécessairement développer des compétences technologiques fortes au sein de l'espace francophone. Et donc, j'aimerais poser une question à Madame Akazimana, excusez-moi, qui est directrice d'AIMS, un institut panafricain de recherche. Merci Olivier. Alors, chez nous, à l'AIMS, nous développons des masters et des doctorats en sciences mathématiques avec une attention particulière dans l'intelligence artificielle, les sciences du climat ou de l'épidémiologie. Donc, pour nous, ce qui est très important, c'est qu'on doit préparer les compétences de demain. Et c'est un défi qui nous mobilise tous les jours de notre vie. Nous avons pour ambition de former 10 000 talents dans ces domaines de pointe d'ici 2025. Donc c'est très, très ambitieux. Nous sommes conscients que cette économie de la connaissance sera au cœur des échanges dans les marchés mondiaux. Donc disposer de compétences sur ces technologies sera un atout clé pour aborder ce virage de la transformation numérique. Nous pensons à l'AIMS que ce sont ces compétences qui peuvent créer les startups compétitives de demain, donc ces jeunes pousses qui sont capables de comprendre les besoins de nos populations et de nos États, et ainsi proposer des solutions africaines aux problèmes africains et francophones. Donc je voulais rapidement donner un exemple. En fait, en Afrique, on a déjà prouvé notre capacité endogène à faire du digital un levier d'inclusion financière par la finance mobile. Et l'argent mobile constitue aujourd'hui une alternative facile et sûre au système bancaire traditionnel. Et ça donne en fait une impulsion majeure à l'inclusion financière dans de nombreux pays africains et francophones. Et ici, je peux me permettre de citer l'exemple du Rwanda, mon pays. Aujourd'hui, grâce à l'inclusion numérique dans les solutions mobiles, des millions de populations rurales, jeunes, femmes, ont accès aux services financiers de base. Donc c'est très, très important. Et au moment où la finance numérique s'annonce comme un des prochains chapitres, pour ne pas dire des terrains de bataille, de l'extension de cette révolution numérique au monde anglo-saxon, nous, on parle de plus en plus de l'impact potentiel du blockchain et des crypto-monnaies. Et on a vraiment un exemple de souveraineté numérique financière endogène africaine et francophone sur lequel nous pouvons bâtir d'autres succès. Donc, pour finir, si les gouvernements de nos pays soutiennent ces efforts et ces énergies dans les domaines, par exemple, de l'e-santé, de l'éducation, de l'e-commerce, par une explosion du développement d'applications et de services digitaux adéquats, l'Afrique
et le monde francophone rattraperont très vite le gap qui existe en ce moment. Et nous, à l'AIMS, nous mettons en avant pour faire en sorte que nous formions le prochain Externe africain. Merci. Merci. Professeur Schiltz, comment, selon vous, peut-on concrètement favoriser la souveraineté numérique au niveau de l'espace francophone et quid des données? Moi, je crois que, à écouter le débat d'aujourd'hui, je crois que déjà ce qu'on peut constater, c'est que c'est un point de départ, puisque il y a de multiples facettes à la notion de souveraineté numérique. La souveraineté politique traditionnelle est une notion, comparativement parlant, plus simple, et encore, elle est compliquée déjà. Je crois que la francophonie en général pourrait, et l'OIF en particulier, contribuer à structurer ce débat sur la souveraineté numérique. Est-ce qu'elle est nationale? Est-ce qu'elle est supranationale? Et est-ce qu'elle n'est pas aussi, en tout cas c'est ma théorie, quelque part aussi un peu individuelle? Puisque si nous parlons de souveraineté par rapport aux données, je crois qu'une des premières choses, et c'est un débat qui est mené dans le monde académique depuis un certain nombre d'années, c'est de donner à la personne individuelle, à l'individu, le contrôle sur ses données, la maîtrise sur ses données. Et à partir de cette maîtrise-là, donc la souveraineté, l'autosouveraineté, si vous voulez, de la personne, on peut construire des cercles de souveraineté autour, investir dans la formation, mutualiser dans la formation, ce que je trouve une très bonne idée, et les cercles de souveraineté peuvent se créer par le haut, si vous voulez, niveau national, niveau supranational, et également par le bas, en rendant à la personne individuelle la maîtrise sur ses données, le contrôle sur ses données. C'est là que je vois la francophonie jouer un rôle. La secrétaire générale de la francophonie a tout à l'heure parlé de mobilisation intelligente du numérique, et je crois que le débat que nous venons d'entamer aujourd'hui est un exemple de cela. Dans ce contexte, la francophonie et l'OIF pourraient faire œuvre de facilitateur. Madame a parlé de l'intelligence numérique, qui sera un défi auquel on sera confronté également tous dans les années à l'avenir. On l'est déjà aujourd'hui. S'il est évident qu'il faut des règles de base pour la gestion et la mise en œuvre de cette intelligence artificielle, encore faut-il que ces règles de base ne soient pas des règles bloquantes, mais soient des règles inclusives qui permettent aussi, comme M. Fernandez l'a dit, d'élargir les cercles de souveraineté en mettant en œuvre des projets qui ne sont pas limités à un cercle de souveraineté, mais qui mettent en commun plusieurs cercles de souveraineté, avec pourquoi pas une forte composante francophone, et là où d'autres font mieux que les francophones, pourquoi ne combiner pas les ressources et l'énergie? M. Fernandez a cité un exemple tout à l'heure. Donc sur tous ces aspects, je crois que la francophonie peut faire une contribution, puisqu'aujourd'hui, la souveraineté, on l'a vu, n'est plus seulement un sujet politique, c'est aussi un sujet économique, c'est un sujet social, c'est un sujet qui implique l'individu. Et mon souhait, c'est que devant cette toile d'arrière-fond, on pourrait continuer le débat dans les années à venir. Et ce sera ma dernière remarque. Je me fais aussi un peu l'écho de tous mes nouveaux amis ici autour de la table. Pourquoi pas avoir un débat qui permette plus l'interaction que dans le cadre restreint que je sais, M. Moreau, dont vous n'êtes pas responsable, dans lequel on est aujourd'hui. Voilà, je ne voulais pas rater l'occasion de faire cette dernière remarque un peu plus provocatrice, mais je sais que vous partagez notre souci à tous. Voilà. Écoutez, merci beaucoup. Pour rebondir sur ce que vous venez de dire, outre les aspects technologiques, on a vu qu'il nécessite beaucoup d'investissements, qui nécessite d'avoir un cadre qui soit stable et prévisible. L'aspect mutualisation est très important, c'est ce que je retiens de ce qui a été dit autour de ce panel, et la notion de coopération et de confiance. Moi, ce que je comprends des différents intervenants, c'est que la souveraineté numérique, c'est avant tout une construction humaine.
c'est la volonté de coopération et de partenariat, et la francophonie autour d'une langue commune peut peut-être le faciliter, pour faire en sorte que cette transformation numérique soit bénéficiable, soit un bénéfice pour nos pays, pour nos entreprises et pour nos concitoyens également, en fait. Mais écoutez, cette table ronde touche à sa fin et je suis sûr qu'elle servira de préambule à des discussions fructueuses et fécondes dans un futur très proche. Merci à vous. Nous courons toujours après le temps, donc j'appelle Monsieur Kaïs Selami. Monsieur David Layani. Madame Reine Essom-Madje. Monsieur Anil Kurinji. Monsieur Antoine Ngom, et Monsieur Mohamed Waled. Monsieur Kurinji, ici, attendez. Ah, Monsieur QMG, Monsieur Ngom, Monsieur Wallet. Très bien. Donc, pour cette table ronde, nous allons adresser donc la question de la transformation numérique par les entreprises francophones. Et la première question est pour vous, Monsieur Layani. Quelle est votre vision de la transformation numérique dans la sphère francophone? Bonjour Olivier, merci de votre invitation dont je me réjouis, pas seulement parce que je parle très mal anglais, mais aussi et surtout parce que mes deux parents ont chacun un pied de chaque côté de la Méditerranée. Et au fond, ce qu'ils m'ont donné très vite dans la vie, c'est une langue et un ordinateur. Et les sciences cognitives nous ont dit depuis bien longtemps que les langues structuraient le raisonnement et la façon de concevoir les réalités. Et cette langue, j'ai un rapport presque charnel, très profond. Et depuis toujours, depuis que j'ai créé mon entreprise il y a maintenant près de 20 ans, j'ai tenu à implanter cette entreprise dans de nombreux pays francophones parce que j'ai toujours cru à ces échanges. Et la période que nous vivons est un accélérateur gigantesque. Parce que beaucoup d'entreprises avaient entamé des transformations et vont être portées par le bousculement qui a provoqué cette crise sanitaire avec des moyens considérables. On ne parle plus de dette aujourd'hui. On a enterré les entreprises malades. On a soigné et on a aidé les entreprises en difficulté qui avaient un peu de potentiel. Et on a accéléré, on a donné plus de puissance à ceux qui avaient beaucoup de potentiel. Il en va de même pour les administrations et les États. Et encore une fois, la crise nous a rappelé que le virus n'avait absolument pas de frontières, que l'ensemble des problématiques étaient connectées et que les solutions étaient connectées. Et quand je prends un instant pour comparer l'Europe, et je suis un Européen convaincu, les États-Unis et la Chine, je m'interroge toujours au-delà de l'armée, au-delà de l'éducation, au-delà des moyens financiers et du soutien aux investisseurs et aux entrepreneurs. Qu'est-ce qui fait qu'aux États-Unis, on a 3 opérateurs télécoms pour 400 et quelques millions de personnes et que dans un continent comme l'Europe, qui représente plus de 20% du PIB, on a 19 opérateurs télécoms. Bon. Et je ne compare pas à la Chine, à peu près dans la même configuration.
Eh ben, plus j'ai réfléchi et plus je me suis dit quand même que la langue jouait un rôle très important. Et que la francophonie qui représente aujourd'hui plus de 8% du PIB, et qui allait représenter d'ici 2050 plus de 800 millions de personnes, elle avait peut-être à se structurer, à s'organiser. Et je me suis réjoui du fait que les forums qui s'organisent vont au-delà aujourd'hui d'espaces d'échange culturel et commencent à parler d'économie. Et il va falloir aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin pour s'organiser et parler d'un des enjeux majeurs qui va structurer nos prochaines décennies, c'est l'enjeu environnemental. Et moi, avec mon entreprise, nous faisons un lien indéfectible entre l'environnement et la technologie et la transformation numérique. Et comme je le disais, le langage structure le raisonnement. Il porte en lui une puissance culturelle et intellectuelle. Au-delà de l'universalité de la langue numérique et du 0 et du 1, on doit se servir du numérique comme moyen pour structurer notre environnement, nous organiser et créer un nouvel espace autour de la francophonie et de ces centaines de millions de personnes qui dépassera le territoire, parfois un certain nombre d'idéologies, pour nous rassembler et pouvoir répondre à ces enjeux. Ça, il y a beaucoup d'entrepreneurs africains que je regarde avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup d'admiration, et desquels on va avoir à apprendre encore plus chaque année. Mais dans cet espace commun, il faut absolument mettre nos savoirs pour éduquer les 15 à 20 millions de personnes qui ont le potentiel et la capacité de travailler tous les ans et qui vont passer de 370 millions aujourd'hui. Et vous pouvez rapprocher votre micro. Qui vont passer, pardon, Olivier, de 370 millions aujourd'hui à 600 millions en 2030. Ils représentent la puissance de transformation dans les nouveaux modes de vie qui vont être les nôtres. Parce que c'est quoi les options qui s'offrent à nous, finalement? Les extrêmes de chaque côté nous proposent le déclin et la décroissance, d'une part, et la fermeture des frontières, d'autre part. Bon, ceux dont je suis pensent qu'il va falloir investir massivement sur les technologies pour répondre à la question écologique. Et notamment à travers la 5G, dont Ramon Fernandez nous disait quelques mots, qui va pouvoir, au-delà de la capacité aujourd'hui qu'elle offre aux consommateurs, elle va pouvoir accompagner la transformation de nouveaux business qui doivent répondre à un seul enjeu, en dehors de la performance des entreprises, c'est l'écologie. Moi, j'ai eu peur en été. Comme beaucoup d'entre vous, je me suis interrogé quand même. Je ne savais pas quoi répondre à mes enfants, à part dire qu'il fallait aller encore plus vite, encore plus fort, encore plus loin, et pour ça, mettre beaucoup de moyens dans la technologie. Mais il devrait y avoir une charte, et elle doit pouvoir être portée par tout le monde francophone pour que toute cette technologie et les milliards qu'on va pouvoir investir sans précédent, parce qu'on n'a jamais eu autant d'argent à disposition, et l'humanité, les prochaines décennies, nous jugeront pour ce qu'on savait et les moyens nouveaux qu'on avait eus qui étaient portés par cette crise. Et il va falloir qu'on puisse apporter des réponses très concrètes, et je le disais, ça commence par l'éducation, donner les moyens décentralisés, et notamment en Afrique, d'une énergie décarbonée, et apporter des outils technologiques et des briques technologiques en plus des infrastructures qui ont été évoquées. Et ça, aujourd'hui, il y a une première pierre qui est posée, c'est pour ça que j'ai voulu venir ici, être un des partenaires de ce forum. Il y a une première brique qui est posée, c'est l'organisation des patrons, mais il va falloir aller beaucoup plus loin, et pour un pays comme la France, c'est une opportunité unique, avec un pied en Europe et un pied dans la francophonie qui doit se structurer et porter les grandes transformations de demain. J'y crois profondément, et j'entends à travers mon entreprise être un acteur très engagé. Merci, merci pour cette vision exhaustive. Et donc, il va falloir qu'à un moment donné, une forme de convergence entre différents pays de la francophonie. Et donc, j'aimerais interroger M. Ngom, Antoine Ngom, qui est le président d'Optique au Sénégal. Et je voudrais savoir, est-ce que vous pouvez nous faire un rapide panorama de la maturité, de la situation de la transformation numérique au Sénégal, et quelle est la situation, quelles sont les principales actions et besoins ou offres de coopération? Merci Olivier. Alors ce panorama, je vais le débuter par le contexte, l'environnement dans lequel en fait on évolue dans le numérique au Sénégal.
Ce contexte, c'est d'abord un cadre institutionnel qui, pour moi, est favorable parce que, on a d'abord une stratégie nationale du numérique très claire et partagée, qui s'appelle SN 2025. On a une loi start-up, vraiment pour favoriser l'émergence des start-up. On a un Conseil national du numérique pour, en fait, impulser des bonnes politiques au niveau du numérique. Je ne citerai que ces trois-là, mais ce qu'il faut retenir, donc, c'est que le cadre, l'environnement, pour moi, est assez favorable. En matière de contexte toujours, on a, en matière d'infrastructure, je pense qu'on a une infrastructure, on a toujours eu une infrastructure télécom de qualité au Sénégal. Viennent s'y ajouter de nouvelles infrastructures comme le parc des technologies numériques, des data centers, 3 data centers aujourd'hui de type Tier 3, donc très très important pour la souveraineté numérique justement dont on a parlé. On a l'Université virtuelle du Sénégal où plus de 30 000 étudiants apprennent en ligne, uniquement en ligne. Donc c'est, je vais dire, une expérience presque unique en tout cas dans notre zone qui dure depuis près de 8 ans. Voilà, je crois qu'en termes d'environnement, en termes d'infrastructure, c'est quelque chose qu'il fallait souligner. Ce qu'il faut souligner également, c'est qu'on a un dispositif de soutien aux startups. On a un fonds de plusieurs milliards pour accompagner le développement des startups et on le voit dans les résultats que l'on obtient aujourd'hui en matière de startups. Et enfin, je crois qu'en matière de contexte, il est important de souligner des chiffres en matière de pénétration du numérique. 2 chiffres, pénétration d'Internet, plus de 90%, pénétration du mobile, plus de 115%. Donc ça, c'est l'introduction juste que je voulais faire pour dire qu'aujourd'hui, on a un environnement et un climat des affaires assez favorable pour le développement du numérique. Alors, parlons donc de la stratégie SN 2025. Il y a un volet effectivement très important en matière de transformation digitale et on a obtenu des résultats très intéressants dans plusieurs secteurs, que ce soit au niveau de la finance, que ce soit au niveau du commerce, de la logistique, de l'agriculture, pour ne citer que ces secteurs-là. Mais malgré cela, le Conseil national du patronat sénégalais a considéré qu'il fallait un programme de transformation digitale massive. C'est pour ça que le Conseil national du patronat a confié à l'organisation, à la Fédération du numérique donc, du Sénégal, qui s'appelle Optique, le soin d'organiser ce programme-là de transformation digitale des entreprises sénégalaises. Et justement, aujourd'hui, ce programme qui est en cours d'exécution comporte 3 volets. Un volet, en fait, diagnostic, où, en fait, on mesure la maturité digitale des entreprises sénégalaises et on a introduit ce qu'on appelle un digitalomètre qui est un outil d'auto-évaluation donc qui va en fait permettre aux entreprises de s'auto-diagnostiquer pour avoir leur niveau de maturité digitale. Deuxième étape de ce programme important, c'est l'élaboration de plans de transformation digitale et troisième étape, la mise en œuvre même de ce programme de transformation digitale, soit au niveau individuel entreprise, soit des programmes sectoriels. Donc ça, c'est un programme très, très important qui appelle justement pour nous des partenariats. On en fait au niveau local et au niveau international. Au niveau local, je citerai juste le partenariat avec la DER, qui est la délégation à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes, donc qui a un programme qui s'appelle DigiPME, de transformation digitale des PME, donc qui souhaite utiliser notre programme au niveau du patronat pour justement mettre en œuvre ce programme-là. On a en fait au niveau international un partenariat que l'on va signer d'ailleurs demain avec l'INCAF sur la formation. Vous savez que la réussite de la transformation digitale, pour la réussite de la transformation digitale, le facteur capital humain est très très important. Et donc demain, à 11h, nous signons justement une convention de partenariat avec l'INCAF dans ce sens. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas attendu forcément donc,
cette francophonie économique pour nous organiser entre nous, acteurs du numérique. Nous avons plusieurs initiatives depuis des années pour nous mettre en plateforme de collaboration entre entreprises du numérique en Afrique. Et aujourd'hui, on a plusieurs plateformes de collaboration sur lesquelles nous travaillons. Mais avec cette francophonie économique, effectivement, on pourra tout simplement, je veux dire, l'élargir à travers l'ensemble de l'espace francophone. En tout cas, pour finir, Olivier, c'est pour dire qu'il n'y a pas d'issue en dehors de la collaboration entre pays francophones dans le numérique. Si on veut faire face à GAFAM, à Batix et Natou, on n'a pas d'autre choix, c'est de se mettre ensemble, de se mettre dans une plateforme de collaboration entre entreprises de numérique. Merci. Un grand merci pour votre intervention qui est extrêmement claire et convaincante, et félicitations pour ce partenariat avec l'ANCAF qui est vraiment extrêmement prometteur. On parle d'écosystème, on parle d'écosystème numérique. Moi, j'aurais une question pour vous, Madame Essomadje. Est-ce qu'il ne faudrait pas distinguer les écosystèmes start-up d'une part et industrie numérique d'autre part? Quelle est actuellement la situation, quelle est actuellement la dynamique pour ces deux écosystèmes en Afrique francophone? Bonjour à tous, bonjour Olivier. Peut-être, avant de répondre à cette question, dire l'action que mène le GICAM en faveur du développement de l'économie numérique. C'est vrai que lorsqu'on parle de numérique, il y a l'action du secteur public, notamment les politiques publiques, et il y a l'action du secteur privé. Et le GICAM travaille à 3 niveaux. Un premier niveau qui est d'abord la transformation digitale de ce groupement camerounais, de ce patronat camerounais. Cette transformation digitale, elle passe par des outils qu'on a mis en place pour la dématérialisation des réseaux sociaux professionnels, des plateformes collaboratives, une application mobile. Le deuxième aspect, c'est la transformation digitale de nos adhérents. Cette transformation digitale pour permettre à nos adhérents d'être d'intégrer en tout cas le numérique comme vecteur de développement. Un dernier aspect qui est tout ce qui va être plaidoyer et action justement sur les politiques publiques dans le sens du développement de l'économie numérique. Et on a récemment donc produit un plaidoyer sur les données, la protection, donc en tout cas les données à caractère personnel. Et donc, lorsqu'on va parler du numérique, ce qu'on met en place au niveau du GICAM et plus particulièrement dans la commission économie numérique, c'est le référencement des acteurs du numérique, de ce qu'on appelle, nous, l'industrie numérique versus l'écosystème des startups. Pourquoi? Parce que lorsqu'on regarde les schémas de développement stratégique du numérique dans différents pays, on a d'abord développé des gros industriels du numérique, et ça ne se fait pas, donc ça s'est fait en Chine et aux États-Unis, mais ce sont ces industriels ensuite qui ont des actions, que ce soit au niveau de la Silicon Valley ou au niveau de leur fondation, pour développer l'écosystème des startups. Et ce qu'on voit bien, c'est que dans l'espace francophone, on a agi plus directement sur les startups, sont structurées l'économie, enfin l'industrie numérique. Cette industrie numérique, elle est importante. Pourquoi? Elle est importante parce qu'on a 2 enjeux majeurs qui sont d'abord l'identité digitale, donc l'enjeu d'identification, et les systèmes de paiement digitaux, ça a été évoqué lors du précédent panel. Pour répondre à ces enjeux, il nous faut des industriels qui sont capables de gérer les données à caractère personnel et d'être finalement dans un processus de co-construction, de co-développement avec les acteurs internationaux en la matière et accompagner la transformation digitale de nos institutions publiques. Pour faire ça, ce qu'on a fait en premier, ça a été de référencer les acteurs du numérique au niveau du Cameroun. Ces acteurs sont référencés dans un document que les hôtesses pourront vous distribuer. Et ce que nous appelons, nous, de nos voeux, c'est de dire que on a la possibilité ici de se réunir en tant que francophone, donc avec cette langue en commun qui est le français, mais on a aussi le code, donc tout ce qui est tech, qui est une seconde langue. Ce qu'il faudrait que nous fassions, c'est arriver à construire une vraie chaîne de valeur
dans cet espace francophone pour développer une vraie industrie du numérique. Et ça fera en sorte qu'au lieu d'avoir que des personnes comme Jacques Ma qui investissent 10 millions pour développer les startups, qu'on ait demain des vrais industriels francophones qui investissent pour développer l'écosystème des startups. Donc si j'ai un vœu à formuler, il est celui d'avoir vraiment une vraie action au niveau de la francophonie économique et numérique, une vraie action pour le développement d'une vraie industrie tech sur toute la chaîne de valeur, cabinet conseil, intégrateur, éditeur de logiciels, société spécialisée dans la cybersécurité, de travailler évidemment autour de cette construction-là, ce qui va nous permettre de renforcer l'écosystème des startups et d'avoir une vraie politique d'investissement sur les sujets qui nous concernent, nous, avec nos réalités à la fois africaines et francophones. Merci. Merci beaucoup pour cet éclairage qui est extrêmement intéressant. Et ça me mène justement à poser cette question à monsieur Selami. De votre côté, pensez-vous qu'on puisse trouver toutes les expertises nécessaires au sein de la communauté francophone en ce qui concerne donc cette industrie numérique et comment faire pour développer les partenariats? Merci Olivier. En fait, d'abord, je vais, puisqu'on est dans un panel de transformation numérique pour les entreprises, donc dire que la compétence numérique ou digitale que nous avons dans l'espace francophone, il y a une vraie compétence sur l'ensemble de l'espace. C'est dans le nord, mais c'est aussi dans le sud. Bien sûr, une très grande et haute compétence en France, en Belgique, en Suisse, au Canada, mais cette compétence, elle existe aussi en Afrique, au Maghreb et en Tunisie, si je parle du cas de la Tunisie. Aujourd'hui, on a un écosystème numérique très riche, à la fois en compétences sectorielles. Nous agissons dans la transformation digitale pour le secteur de l'agroalimentaire, pour la santé, pour les finances, pour le transport, pour la distribution, parce qu'à la fin, c'est ça. C'est à ça que sert le digital. Donc, c'est de vraies compétences métiers que nous avons. Nous avons des compétences technologiques, bien sûr, dans des très hautes technologies, dans le blockchain, l'IoT, la cybersécurité, l'intelligence artificielle, mais aussi de plus en plus de présence géographique et régionale. Donc notre écosystème que nous avons, je prends le cas de la Tunisie, mais certainement aussi c'est le cas de plusieurs pays en Afrique, Sénégal, Cameroun, Algérie, Maroc, nous intervenons sur la région du Maghreb, de l'Afrique subsaharienne, de l'Europe, avec de plus en plus de présence même en Europe et en France, sur les marchés européens et français. Et tout ça grâce à une vraie valeur ajoutée que nous avons développée dans nos pays, et en particulier en Tunisie, et grâce aussi à cette proximité linguistique que nous mettons en avant. C'est très important, ce côté francophone nous permet d'accéder plus facilement, assez facilement en tout cas, par rapport à d'autres, à ces marchés régionaux. Donc ce que je veux dire par là, c'est que l'alliance ou les partenariats que nous devrons développer entre nous, pays francophones, ou espace ou écosystème numérique francophone, on a dépassé le stade de partenariat de type distribution, revente, sous-traitance classique. On a largement dépassé. Aujourd'hui, nous avons une vraie valeur ajoutée que chacun peut apporter de tous les côtés, transversale, horizontale, avec une valeur ajoutée qui peut être, comme je disais, technologique, business ou encore géographique et régionale. Donc, nous pouvons développer ces alliances. Et je parle en connaissance de cause parce que nous l'avons déjà. Nous avons commencé déjà à le faire. Il y a quelques années, moi j'ai lancé, donc, en tant que UTICA, le patronat, l'UTICA, le partenariat tunisien, avec le MEDEF d'ailleurs, nous avons lancé l'Alliance numérique franco-tunisienne en 2014. Et ça a très bien réussi pendant 3 ans. Nous avons pu mettre en relation et en partenariat réel au moins 80 binômes d'entreprises franco-tunisiennes pour travailler ensemble sur des projets, ensemble sur les marchés Moyen-Orient, Europe, Afrique, États-Unis même. C'est du co-développement que nous avons fait, c'est du co-développement que nous voulons mettre en valeur et de la coproduction, de la colocalisation. Et ça a fonctionné, ça a très bien fonctionné, ça s'est même élargi. Justement, cette plateforme d'alliance numérique franco-tunisienne s'est élargie ensuite à une sorte d'alliance panafricaine, France panafricaine. C'est comme ça qu'on a commencé à se mettre en relation, nous-mêmes, les partenaires numériques des différents pays
mon ami Antoine pour le Sénégal, nos amis de l'Algérie, du Cameroun, dans différents pays, on a été en réseau et en relation. Je dis on a été parce que justement, c'est devenu un peu ponctuel, c'est devenu un peu occasionnel. Et c'est sur ce point que je voudrais insister, c'est que les alliances, si on les fait, ou moi j'appelle, et je rejoins l'appel qui a été fait tout à l'heure de confédération patronale francophone, moi j'appelle à que ça soit décliné en confédération sectorielle francophone, et donc numérique francophone en particulier, en alliance numérique francophone, j'en appelle, et on parle de French Tech, ça peut être du French Speaking Tech. En tout cas, cette alliance numérique francophone, elle peut se faire, on l'a fait déjà dans un cercle plus restreint, mais la condition, il faut qu'il y ait une gouvernance permanente pour cela, pour s'assurer de la pérennité de cette alliance, de ces alliances. Et ces alliances, bien sûr, ce n'est pas juste parce que ça s'appelle alliance, c'est parce que ça permet de faciliter justement la mise en relation des entreprises de différents pays francophones. Il y a des événements auxquels on participe ensemble, hein, c'est du réel. Il y a le CITIC Africa qui est organisé en Tunisie chaque année. L'année prochaine, il sera organisé en Côte d'Ivoire par des organisateurs tunuso-ivoiriens. Et tous les patronats numériques africains sont invités, mais aussi canadiens, français et tout ça. Le CIPEN, je parle sur la... donc, si Antoine me le permet, donc le CIPEN au Sénégal. Donc, ces événements, c'est des occasions de rencontres. Donc, c'est des choses concrètes, réelles, qui ont été déjà faites, qui peuvent se faire, peuvent continuer à être faites, mais il faut établir et mettre en place une gouvernance permanente, une permanence qui s'assure de suivi de tout ça. Et ça peut être justement sous l'égide de l'organisation francophone. Et ça peut être cette alliance peut être annoncée au prochain sommet, au sommet de francophonie à Djerba en décembre prochain. Merci. Merci beaucoup pour votre intervention. Donc j'entends, hein, outre les aspects de mutualisation, de coopération, de partenariat, les aspects de structuration, les aspects de pérennisation sont extrêmement importants et je constate une vraie demande envers de tous les acteurs. Écoutez, ça me donne le lien. Monsieur Waled, on parlait ici de co-développement, co-traitance. Est-ce que vous pouvez faire part peut-être d'expériences concrètes de ce type d'activité en Mauritanie, par exemple? Bonjour, merci Olivier. Je vous remercie. Je sais qu'il est très difficile de parler dans un laps de temps très court, mais je ferai l'économie qu'il faut. Nous avons développé un modèle de partenariat assez spécifique dans notre pays, en Mauritanie, avec des grands groupes, aussi bien européens et étrangers, qui se basent sur une montée en puissance en termes de transfert de compétences, aussi bien en termes d'infrastructure qu'en termes de développement. Et au départ, ce n'était pas du tout évident de la part des grands groupes européens de comprendre qu'il faut ce transfert de compétences et le développement du local content, du contenu local. Et nous avons réussi à développer ce transfert allant de sous-traitants jusqu'à co-traitants. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, qu'on travaille avec des entreprises en échange, c'est-à-dire qu'il nous faut travailler et qu'on les fait travailler aussi dans des domaines spécifiques. Et parfois, nous nous heurtons à des compréhensions de ce type de modèle de partenariat qui consiste à un transfert de compétences dans le pays et sur lesquels les entreprises peuvent se baser pour se développer dans la sous-région. Notre entreprise a développé des projets structurants au Mali, au Sénégal, au Niger, par rapport à une expertise d'exécution que nous avons faite avec des grands groupes en Mauritanie, aussi bien en termes d'infrastructure qu'en termes de... Il y a certes dans notre espace que nous voulons aujourd'hui raffermir et développer les relations, l'espace francophone, nous avons en termes de développement de compétences ce frein de langage qui est le français. L'expertise est dans l'anglais. Et par expérience, dans mes groupes de recherche et de développement, nous avons toujours recruté des ingénieurs francophones. Et on a constaté qu'il y a un déficit en termes de transfert d'expertise. On a recruté des anglophones et je vous assure que les choses sont allées très très vite.
par leur compréhension de l'esprit de l'expertise anglophone. Certes, c'est un frein que nous devons traiter dans l'espace que nous devons faire, que nous sommes en train de construire ou de réfléchir sur les grandes pistes de partenariat. Il y a aussi un élément très, très, très important qui se dessine aussi devant l'espace francophone. C'est une question que je poserai. Quelle serait l'attitude de notre espace francophone devant la GAFA, le développement de la Chine et de la 5G demain? Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Anil Kurinji, vous êtes le directeur général de CJL Group à Maurice. Donc un exemple très intéressant, puisque vous travaillez dans une région qui est francophone, avec une culture aussi anglophone. Quels sont, selon vous, les aspects pratiques pour accélérer la transformation digitale des entreprises? Merci, Olivier. Ce n'est pas facile d'aller le dernier, mais ça me donne un avantage d'avoir écouté beaucoup de points de vue très intéressants et je vais essayer de donner quelques idées pratiques de mon côté. Premièrement, les entreprises numériques, c'est un écosystème. Quand on pense à ça, c'est un écosystème de fournisseurs, de clients, de partenaires, avec l'entreprise au milieu. Monsieur Kurinji, je vous prie de m'interrompre juste une seconde. Oui. Je vais prendre une initiative. Alors en fait, on avait une contrainte de temps qui est extrêmement forte, et donc on a dû limiter le temps de parole de chaque intervenant, et tout le monde a été extrêmement discipliné. Et je conçois que ce soit très frustrant pour eux. Je m'aperçois que nous avons encore 17 minutes. Je pense qu'il serait intéressant d'avoir 1 minute par personne pour les 2 panels, pour avoir un mot de conclusion en 1 minute. Si on devait résumer ce que vous voulez dire en 1 minute, votre slogan, votre mot-clé, essayez d'y réfléchir. Je vous redonne la parole, M. Kurinji. Vous avez bien évidemment vos 7 minutes pour terminer. Et ensuite, chacun d'entre vous, je vous inviterai à faire part de vos conclusions. Merci. OK. Merci, Olivier. Alors, je parlais de cet écosystème. Et pour chaque grande entreprise, on a une masse de clients, on a des fournisseurs, on a des partenaires qui sont petits, des PME, des PMI, des startups. Et aussi, le numérique a aussi un côté social avec l'avancement social, les jeunes, les femmes, et comme les gens ont déjà dit, le fossé digital. Et on a vécu à Maurice, comme dans beaucoup de pays, 2 confinements. Un confinement en 2020, un confinement en 2021, en mars. Des confinements très durs, sans préavis. On croyait toujours que ça n'allait pas arriver à nous aussi vite, mais c'est arrivé comme partout dans le monde. Et là, on a vu à Maurice des grandes entreprises, des petites entreprises, très vite développer des sites web, des ventes en ligne, des commandes en ligne, des paiements digitaux. Et ça a été une révélation. Et pour moi, il y a 4 idées que j'aimerais partager. Premièrement, pour les entreprises numériques, pour un écosystème numérique, il nous faut une infrastructure de télécom forte, avec un data qui se démocratise, avec une accessibilité de prix, avec une couverture à travers le territoire. Et ça implique une chose du côté régulateur. Est-ce qu'ils veulent prendre l'argent à travers les licences au commencement ou est-ce qu'ils veulent un paiement qui est plus structurant pour le développement? Heureusement, à Maurice, on est plus vers le deuxième modèle. Deuxièmement, et ça aussi ça a été mentionné, ce qui dit entreprise numérique dit aussi des paiements digitaux et des paiements digitales. Et là, on a vu dans la plupart des pays où ça a été un succès, à la base, c'est les paiements digitaux, parce que les paiements sont à la base de chaque transaction et de chaque niveau de transaction, grand ou petit, et à travers tout le monde. Et là aussi, il y a des choix régulateurs à faire. Est-ce qu'il y a comme en Inde, et qui a fait un déclic en Inde, le United Payment Switch, Unified Payment Switch. À Maurice, on a notre National Payment Switch
et qui est un switch qui connecte tous les paiements digitaux, les apps digitaux et les banques. Alors on n'est pas au merci des banques ou au merci d'un grand opérateur. Ça démocratise les paiements digitaux. Et une idée au niveau de francophonie, c'est comment est-ce que les banques centraux peuvent collaborer entre eux pour unifier ces réseaux. Troisièmement, en ayant plus de paiements, on a aussi une culture digitale qui augmente, parce que ce sont les utilisateurs qui augmentent. Et là, ça retourne à un autre pilier qui est l'éducation, et comment investir dans l'éducation et la formation. Et quatrièmement, quand on parle d'entreprise numérique, on parle d'entreprises qui créent de la valeur, qui ont un rôle pour créer de la valeur du profit, mais aussi un rôle social. Et j'ai entendu que l'Afrique francophone n'a que 3% du private equity. Et ça, c'est un chiffre qu'on doit augmenter, parce que ce n'est pas seulement le private equity, mais je pense aussi aux accelerator funds. Et aux accelerator funds aujourd'hui qui emmènent avec le network, le mentoring, la technologie dans différents secteurs et aussi la gouvernance. Et ça peut aider à amener les jeunes qui ont la formation, la culture digitale et qui ont passé à travers l'expérience à créer des entreprises. Et tout ça, ça nous amène à un cercle vertueux, pour terminer, que si on a une infrastructure télécom qui démocratise le data, avec des paiements digitaux qui augmentent la culture digitale et qui est soutenu par une éducation et une formation, ça peut nous donner avec les fonds et le knowledge des accelerator funds un cercle vertueux qui amène des entreprises, de l'emploi pour les jeunes et l'opportunité pour les jeunes et sur le côté social. Merci. Merci beaucoup. Merci pour cette vision holistique qui conclut notre panel. Comme je l'ai indiqué, nous avons tous été très vertueux en termes de prise de parole. Et donc, je voudrais vous donner la possibilité, en 1 minute, pour chacun d'entre vous, en réaction à ce qui s'est dit, d'avoir un mot de conclusion pour chacun d'entre vous. Monsieur Selani. Ça risque de mettre 2 minutes, hein, finalement. J'aimerais que le panel 1 puisse en profiter aussi. Oui, bien sûr. Non, juste, il y a un sujet dont on n'a pas parlé, c'est les ressources humaines. Donc, en Tunisie, par exemple, on a 10 000 diplômés par an sur l'IT. On est fiers d'avoir beaucoup de compétences qu'on développe chaque année, de très hautes compétences dans le secteur IT, on en est fiers, c'est une bonne chose. Mais il y a aussi un mauvais côté des choses parce que c'est des compétences qui partent. Donc il y a la fuite des compétences que nous connaissons beaucoup, c'est tout un autre sujet. Mais ce que je voudrais dire surtout, toujours dans le cadre du co-développement, de la transversalité, au moins dans l'espace francophone, parce que justement il y a la langue qui aide à ce départ facile, ils sont pompés par le marché français, etc. C'est de développer la notion de centres d'expertise locaux. On peut tout à fait utiliser ces compétences en les gardant chez soi. Le Covid l'a bien démontré, on n'a pas besoin d'avoir les gens à côté. Ils peuvent être à distance, on peut utiliser totalement leurs compétences, leur savoir-faire à distance, avec une meilleure compétitivité d'ailleurs, et tout en restant chez soi, et ça développe de cette manière vraiment une répartition pas seulement de la richesse, de la richesse intellectuelle au moins, dans les différents pays. Merci. Oui, renforcer l'écosystème. Oui. Humain, les ressources humaines. Ah, très bien. Monsieur Yalani. On partage tous une ambition commune, on sait qu'on a des moyens en commun, on rêve tous d'un espace francophone où on mettrait à disposition des infrastructures, où on mettrait à disposition des connaissances, où on mettrait à disposition des savoir-faire, où on mettrait à disposition des financements pour répondre aux grands enjeux environnementaux et technologiques. On a 15 millions, 20 millions de talents qui arrivent sur le marché chaque année en Afrique et on va en avoir des centaines de millions en plus d'ici 2030. On doit pouvoir, et grâce à la langue, mettre à disposition notamment des formations existantes autour de l'intelligence artificielle et les premières interactions qu'on peut avoir pour des non-initiés
et des savoir-faire pour pouvoir se protéger en matière de cyberprotection et lancer très vite des projets communs pour que l'année prochaine, ici, l'Assemblée soit remplie d'entrepreneurs africains qui puissent dépouiller de toutes les lourdeurs auxquelles nous sommes confrontés grâce à notre bel héritage, mais qui peut être une contrainte en matière d'innovation et qui permet à un certain nombre de pouvoir faire des sauts de grenouille pour répondre aux enjeux technologiques, pour qu'ils puissent venir nous transmettre de leur expérience et notamment qu'ils puissent répondre aux grands enjeux et aux grands défis numériques, agroalimentaires, sanitaires, grâce à des solutions qu'on aura pu trouver en commun dans le cadre de partenariats publics-privés. Il y a de nombreuses initiatives, il y a une première pierre qui est posée aujourd'hui, il y a une volonté qui semble commune. À nous, tous les acteurs publics et privés, de mettre tous les moyens pour que l'année prochaine, on puisse démontrer l'efficacité de ce beau rassemblement. Merci. Madame Essoati. Alors, dans son propos d'introduction, la modératrice parlait de la jeunesse africaine qui est une jeunesse décomplexée et le conseiller du président de la République démocratique du Congo a parlé de souveraineté. Donc on vit dans un monde où les jeunes sont influencés finalement par ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux, sur Internet, influence qui de façon stratégique vient essentiellement de deux régions, donc la région anglo-saxonne l'idée par les États-Unis et la Chine. Et je crois que cette rencontre, en tout cas des entrepreneurs francophones, doit aller au-delà et vraiment sur le plan du numérique, travailler à une véritable structuration de cette industrie tech pour que le match ne se joue pas simplement entre l'Asie et l'Amérique du Nord, mais qu'il puisse y avoir un autre modèle, une autre voie, une autre force dans la tech. Donc je réitère ce que j'ai dit précédemment, je pense qu'il faut vraiment travailler à cette industrie numérique, à sa structuration, à son renforcement pour être force de proposition et ne pas simplement subir les technologies ou les modèles qui viennent de l'étranger. C'est une question de cyberstratégie. Merci. Merci. Monsieur Kurimci. Merci Olivier. Il y a deux points que je voudrais faire. Un, premièrement, c'est que le côté écologique a été mentionné par David, je crois, est très important et on n'y pense pas beaucoup, mais c'est important dans les grandes structures, mais aussi je crois que la technologie et les nouvelles solutions écologiques vont main en main ensemble. Alors ça, c'est quelque chose à penser. Et deuxièmement, on parle de l'Afrique francophone, mais il y a, comme disait ma collègue, l'Amérique sur un côté de la Chine, mais il y a aussi l'Afrique anglophone. Et là, il y a beaucoup d'opportunités de collaborer parce que l'Afrique anglophone, on fait des très belles choses dans des paiements digitaux, dans le côté numérique, et peut-être dans mutualiser les câbles, les choses. L'Afrique anglophone et francophone peuvent travailler ensemble et doivent travailler ensemble. Merci. Monsieur Ngoum. Oui, merci Olivier. Alors, je crois qu'on l'a entendu ce matin, le président du MEDEF a dit que pour les 2 mois à venir, on va s'efforcer de structurer la francophonie économique et qu'à Djerba, on pourra justement avoir quelque chose d'opérationnel et peut-être même une feuille de route. Donc nous, acteurs du numérique, nous devons nous organiser pour avoir nos inputs dans cette feuille de route. Et je vous convie au Salon international des professionnels de l'économie numérique du Sénégal qui s'appelle sipen-dakar.com, qui est l'événement dont a parlé Caïs tout à l'heure. C'est les 23 et 24 septembre, entièrement virtuel et immersif. Et donc je crois que ça pourra être le lieu pour nous, acteurs du numérique, de nous retrouver pour construire cet input qu'on pourrait mettre à contribution dans la structuration de la francophonie économique. Merci. Merci pour l'invitation. Merci Olivier. Je crois que pour conclure, je ne peux que dire que le partenariat
basé sur un transfert de compétences et de win-win et l'accélérateur de développement de notre espace, particulièrement dans le domaine digital, avec la présence d'une forte compétence en ressources humaines et bien sûr une volonté politique affichée aujourd'hui pour développer notre espace. Je voudrais aussi, pour ne pas emboîter l'idée de mon ami Ngom, que la Mauritanie serait prête à jouer un rôle prépondérant dans la déclinaison de la feuille de route dans le cadre du numérique par une invitation, mais présentielle, en Mauritanie. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc on m'a annoncé que malheureusement on devait s'arrêter là et que donc je vais essayer de conclure en une ou deux minutes. Ce qui est une gageure, vu la richesse de tous les exposés, je m'aperçois qu'il y a une convergence. Une convergence en termes d'envie, en termes de coopération. Alors bien évidemment, il y a différents niveaux. On a vu que ces enjeux sont majeurs, que la protection des données est un point central, que le cadre réglementaire et fiscal prévisible, équitable, était un préalable à des investissements majeurs, très clairement. Maintenant, ce que je m'aperçois, c'est qu'au niveau des entreprises, et les entreprises que l'on présente aujourd'hui, il y a une convergence sur tous les aspects de mutualisation, transfert de compétences, partenariat et une envie de passer un stade. Une envie d'avoir une relation plus pérenne, peut-être moins opportuniste. Et je pense que c'est tout à fait en lien avec ce que nous indiquait M. Ngoum et la volonté de l'arrêt francophone. Donc je trouve cela extrêmement encourageant. Ensuite, et là je parlerai sur un ton vraiment personnel, donc c'est mon avis personnel, je pense que le fait de vraiment vouloir axer sur des contenus de qualité francophones, la formation est une condition qui est à la fois nécessaire et extrêmement importante. Faire en sorte qu'il y ait une adéquation entre les compétences et l'emploi numérique et hors numérique sont un facteur primordial. Je vois que c'est également votre souci et je trouve ça extrêmement encourageant. Merci.